L'examen de conscience des Bleus, ils savent qu'un sursaut est nécessaire et pour y parvenir, ils sont prêts à revoir leur tactique de jeu. La question de la stratégie est cruciale. Braquage aux Champs-Élysées en milieu de journée. 5 malfaiteurs armés s'en sont pris un bureau de change. Ils ont emporté un butin de 100 000 € couvert dans leur fuite par un otage qu'ils ont relâché rapidement. Elisabeth II célèbre ses 50 ans d'accession au trône. Une femme à la personnalité discrète, parfois sévère, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elisabeth II, l'une des plus grandes fortunes du monde. Parmi les sports de l'extrême, à Monaco, ce championnat du monde de saut de falaise, les nageurs s'élancent d'une hauteur de 27 mètres pour des figures spectaculaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Bleus font leur autocritique après leur défaite contre le Sénégal et surtout ils tentent d'analyser les erreurs commises durant le match pour ne pas les reproduire. Point essentiel, la stratégie qui a manqué de pertinence et d'efficacité. Difficile bien sûr de cerner précisément les raisons de la défaillance française, mais le doute s'est installé et il faudra peut-être en passer par là pour trouver un nouvel élan. Florent Gautreau, André Germain. C'est sous bonne escorte que la cuisse la plus précieuse de France est arrivée au centre d'entraînement. Zidane porte toujours un bandage, mais l'évolution de la blessure est favorable. Comme hier, Zidane a couru. Tout est mis en œuvre pour qu'il puisse jouer contre l'Uruguay. Mais selon plusieurs joueurs, le retour éventuel du meneur de jeu ne doit pas occulter le débat sur les défaillances récurrentes de l'équipe de France. Il faut qu'on trouve une solution assez vite, avec ou sans Zidane, ça c'est sûr. Et là, pendant les matchs amicaux, on a connu des difficultés déjà. Et le premier match contre le Sénégal, la même chose. Le prochain match qu'on a, ça va être à peu près la même chose. Alors, il faut qu'on travaille beaucoup au niveau tactique. La tactique, le mot est lancé et il traduit la volonté de changement qui habite une partie de l'équipe. Mais Roger Lemaire hésite toujours à modifier son système à 2 milieux récupérateurs et à 4 joueurs offensifs, immuables même dans la tempête. Car changer le système, c'est changer des hommes. Cela reste tabou dans le groupe France. Qu'est-ce qu'il faudra changer? Qu'est-ce qu'il faudra pas? Non, je suis pas tellement... Ces choses, je préfère en parler entre nous. J'ai jamais été comme ça, donc que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Justement, ça ne va pas fort et les joueurs à vocation offensive comme Djorkaeff ou Wiltor pourraient bien être sacrifiés. Histoire de muscler la zone défensive avec Makelele ou Candela, auteurs d'une excellente saison dans leur club. Roger Lemaire a 4 jours pour faire les bons choix. À l'évidence, l'absence de Zidane a affaibli l'équipe et de nombreux supporters espèrent son retour sur la pelouse au plus vite. Zidane qui s'est échauffé quelques instants hier et qui surtout poursuivait aujourd'hui ses exercices de musculation à l'hôpital de Séoul sur une machine sophistiquée qui permet d'accélérer la rééducation. Appareil que nous présente Anne Guéry. Désormais, c'est à l'hôpital de Séoul que Zinedine Zidane suit tous les jours son nouvel entraînement. Autrement dit, un programme de soins destiné à rééduquer la lésion musculaire de sa cuisse gauche. Un programme bien connu ici à l'hôpital de Saint-Maurice en banlieue parisienne, spécialisé dans la rééducation. C'est sur un appareil comme celui-ci que Zidane travaille, une machine dite isocinétique. Voici le mode d'emploi des exercices suivis par notre Zizou national. Le patient va tendre sa jambe, va donc faire un travail concentrique du quadriceps, va plier sa jambe, faire un travail concentrique des ischio-jambiers. Allez, tu ramènes, tu étends, tu ramènes, tu étends, allez! Un exercice avec plusieurs variantes. L'idée, c'est bien de réparer la lésion en un temps record. Cette rééducation va permettre une meilleure cicatrisation du muscle en permettant une meilleure réorientation des fibres musculaires lésées. Et à terme, ça va permettre éventuellement une reprise plus rapide du joueur et aussi d'éviter les récidives musculaires de lésions musculaires sur ce muscle déjà lésé. C'était il y a 8 jours, la blessure que nul n'osait imaginer. Alors évidemment, ils sont nombreux aujourd'hui à espérer que Zidane soit sur pied dès jeudi prochain. Place maintenant aux matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. L'Espagne a battu la Slovénie 3-1 et l'Angleterre a fait match nul contre la Suède. Le résumé avec Christophe Tortora. Les supporters espagnols ont beau hurler son nom dans les tribunes, visiblement les Slovènes ne connaissent pas Raoul. À quelques secondes de la mi-temps, il le laisse récupérer un ballon dans la surface et 1-0 pour l'Espagne. Et 2-0 à un quart d'heure de la fin, Juan Carlos Valerón est à la conclusion de cette superbe action. Les Slovènes redisent le score par Cimerotic, mais leurs efforts pour égaliser resteront vains. Et à quelques minutes de la fin, Hierro transforme un penalty. Score final 3-1. Camacho, l'entraîneur espagnol, est fier de ses joueurs
ils ont bien mouillé le maillot. L'orteil de David Beckham va mieux. Le célèbre numéro 7 tire le corner et Campbell, dans un style très british, est à la conclusion. 1-0 pour l'Angleterre face à la Suède. En deuxième mi-temps, Alexandersson égalise. Sven Eriksson est suédois mais il entraîne l'Angleterre. Son pays n'a pas gagné, son équipe non plus. Parmi les équipes qui pourraient se placer en tête, l'Argentine a toutes les raisons d'avoir la rage au cœur et l'envie de vaincre. Il y a l'enjeu du mondial et le savoir-jouer de ses footballeurs. L'équipe est donnée favorite. Mais aussi, il faut compter avec un pays en plein marasme économique qui espère trouver dans la Coupe du Monde un sujet de fierté nationale. Manuel Tissier. Dans la nuit argentine, Buenos Aires fête la victoire comme un titre mondial. Ce n'est que la première rencontre du groupe F, le plus relevé de cette Coupe du Monde. Mais le succès confirme aux Argentins que leur sélection est bien favori de la compétition. Il confirme aussi que Gabriele Batistuta est le plus grand buteur du pays. Son coup de tête à l'heure de jeu face au Nigeria est son 10e but en Coupe du Monde. Les moments de bonheur sont rares pour les Argentins. Depuis 6 mois, le pays traverse la plus grave crise économique de son histoire. Les manifestations sont presque quotidiennes, parfois violentes, ici devant une banque pour réclamer l'argent bloqué par le gouvernement. La monnaie s'est effondrée, la population manque de tout, mais en Argentine, un coup de tête victorieux peut effacer tous les coups durs pendant quelques heures. En Grande-Bretagne maintenant, malgré les célébrations du jubilé de la reine, on avait plutôt la tête au football ce matin, alors que l'équipe d'Angleterre disputait sa première rencontre du mondial. Loin de la messe du jubilé, qui se déroulait à la même heure, les supporters ont suivi la retransmission du match. Laurent Boussier. Quand l'équipe d'Angleterre a marqué ce matin le premier but contre la Suède, ça a évidemment été le délire dans tous les pubs du royaume. À cet instant, on est loin, très loin de la reine et de ses 50 ans de règne. Pendant quelques heures, la bière et le foot avaient supplanté Elisabeth II et les drapeaux anglais, croix de Saint-Georges rouge sur fond blanc, avaient remplacé l'Union Jack, le drapeau britannique. La passion était partout. Dans certaines églises, non seulement la messe avait été avancée, mais en plus, les écrans avaient été installés dans le presbytère. Mais l'euphorie n'a été que de courte durée et dès la fin du match, un partout, la reine reprenait sa place dans le cœur de ses sujets. C'est très bon parce que nous avons le match et après la fête des 50 ans de notre reine. Et voici les deux seuls garçons qui dans le royaume ont été privés de match pour raison de famille. William et Harry, fans de foot, ont dû accompagner à l'heure du match leur père, le prince Charles, à la messe. Et oui, la vie de prince a aussi ses obligations. À la sortie de la chapelle de Windsor, Elisabeth II, elle en revanche, était rayonnante. Depuis hier, elle sait que son jubilé d'or sera une complète réussite. Selon un sondage paru aujourd'hui, 81% des Britanniques veulent que leur pays reste un royaume et les 2/3 éprouvent de l'affection pour leur souveraine. Mais le vrai bonheur ici, évidemment, ce serait que l'Angleterre poursuive avec succès sa route en Coupe du Monde. L'actualité en France avec ce braquage en plein jour et au milieu de la foule du dimanche aux Champs-Élysées. 5 malfaiteurs sont entrés dans un bureau de change, l'ont dévalisé, ont pris la fuite en emmenant une otage qu'ils ont relâchée rapidement. Les images que vous allez voir ont été filmées par des vidéo-amateurs, de simples touristes qui passaient à ce moment-là. Patrick Fandio. Un cri strident sur les Champs-Élysées. Voilà ce qui attire le regard de 2 touristes à bord d'un bus en balade dominicale. Ils ne le savent pas encore, ils sont en train de filmer un braquage avec prise d'otage. À peine 30 secondes plus tard, la puissante berline fait demi-tour. Fausse sirène de police, gyrophare, les braqueurs s'évanouissent dans Paris. Porte de la Chapelle, ils relâchent leur otage. Cette femme, une touriste américaine, de retour au bureau de change, cible du braquage. Avec une masse, ils ont cassé une vitre qui se trouvait ici et une autre qui se trouvait ici. Le gérant se tenait derrière le comptoir quand un homme cagoulé et armé a fait irruption dans le bureau. J'ai eu peur, je les ai vus arriver, j'ai eu peur. Et je me suis mis à l'abri. On ne réfléchit plus. On ne pense pas à prendre le téléphone, à appeler, on pense qu'à se sauver. Les malfaiteurs, au nombre de 5, vont se servir. Montant du butin, près de 100 000 €. Un mode opératoire fait de sang-froid et de méthode, comme dans d'autres braquages ces 6 derniers mois. Des bijouteries ou des bureaux de change dans les quartiers chics, souvent attaqués les week-ends en plein jour. Les policiers sont sur la piste de ces nouveaux gangsters qui utilisent systématiquement de grosses cylindrées allemandes volées et qui n'hésitent pas à opérer dans des lieux réputés très surveillés devant des dizaines de témoins. Elle a pointé son arme sur moi pour me dire de rester un peu plus loin si c'est possible.
restituer ce jeton commune. La brigade de répression du banditisme est en charge de l'enquête. Ce soir, les braqueurs n'ont toujours pas été retrouvés. Concernant la délinquance et la criminalité, Nicolas Sarkozy annonce la publication chaque mois d'un indice de sécurité. C'est ce qu'entend mettre en place le ministre de l'Intérieur pour que chacun se rende compte des progrès ou des dégradations de la situation. J'en viens à cet incendie qui a ravagé la préfecture de Châlons en Champagne, dans la Marne, la nuit dernière. Ce bâtiment classé du XVIIIe siècle a été très endommagé par le feu, un désastre pour le patrimoine historique de la région. Une enquête a été ouverte, un homme placé en garde à vue ce matin. Christelle Bertrand. La nuit dernière, les pompiers n'ont pas encore éteint l'incendie, que la police a déjà le nom du coupable. Hier soir, le commissariat de Châlons en Champagne est alerté pour une intrusion dans la préfecture. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils tombent nez à nez avec un homme en train de mettre le feu à du papier. Démarre alors une course-poursuite. L'homme parvient à s'échapper par les douves du parc, il arrête une voiture et rentre chez lui. Mais il a été reconnu par un des policiers. Âgé de 31 ans, sans profession, il est déjà connu pour dégradation par incendie. Arrêté ce matin, il aurait agi pour contester une mesure de placement psychiatrique prise à son encontre il y a quelques années. Les flammes ont ravagé une dizaine de pièces de ce bâtiment classé du XVIIIe siècle. Des boiseries, des peintures murales, des meubles. Je crains hélas qu'on ne retrouve pas grand-chose vu l'importance de l'incendie. Malgré le sinistre, la préfecture estime pouvoir assurer les services d'accueil au public dès demain matin. Une centaine de sans-papiers ont été hier accueillis dans une église de l'Essonne. Un communiqué a été lu lors de la messe du soir. Pour expliquer leurs revendications, l'église du Sacré-Cœur de Sainte-Geneviève-des-Bois se dit prête à les soutenir en se mettant à leur disposition. Quelques-uns d'entre eux sont restés ce matin. La semaine qui s'ouvre sera cruciale pour les médecins. C'est mardi que se dérouleront les négociations sur fond de crise après les affrontements jeudi dernier entre représentants de la coordination et forces de l'ordre. La coordination qui appelle à la démission du président de la CNAM. Et c'est dans ce contexte agité que Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, lance un appel à la responsabilité de tous. Vincent Fourcade, David Boéry. La rencontre est discrète, mais d'importance. Un leader de la coordination des médecins généralistes reçu par le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Une quasi-victoire pour cette organisation et la moitié des généralistes français qu'elle dit représenter. Jusque-là, écartée des négociations, elle peut aujourd'hui présenter officiellement ses revendications ailleurs que dans la rue. La coordination nationale a fait des propositions claires, constructives, et pour nous, c'est effectivement une reconnaissance d'être présent ici ce soir. Mais cette réunion a surtout valeur de cesser le feu entre les deux parties après les débordements de la semaine passée. Jeudi dernier à Bayonne, une manifestation de médecins tourne à la bataille de rue avec les forces de l'ordre. Bilan, 8 blessés dont 3 policiers. Un événement symptomatique du malaise de médecins dont le mouvement se radicalise. Dans une dizaine de départements, les généralistes ont déjà voté leur déconventionnement. Ils protestent contre les menaces de sanctions qui pèsent sur eux pour avoir pratiqué la consultation à 20 €. Afin d'apaiser les esprits, caisse d'assurance et coordination de médecins ont donc choisi de partir sur de nouvelles bases. Il y a forcément besoin d'écouter avant une négociation les points de vue des uns et des autres. La coordination représente une partie du malaise, enfin exprime plus exactement une partie du malaise des professions médicales. Je crois que c'est normal que nous puissions les entendre avant que la négociation ne démarre mardi, comme c'est prévu. Dans 2 jours, la coordination sera donc aux côtés des syndicats pour tenter de trouver une solution au conflit. La coordination qui n'a pour l'heure pas levé son appel à une journée santé morte, le jour des négociations. Depuis le drame de Toulouse, les projets d'installation d'usines classées Seveso, c'est-à-dire classées à haut risque, suscitent méfiance et inquiétude. Aujourd'hui, à Misac, dans le Finistère, 4 à 5 000 personnes ont dit clairement leur hostilité à la construction d'une usine de retraitement de lisier de porc, un handicap pour l'environnement et un risque potentiel, puisque l'entreprise devrait manipuler des produits particulièrement toxiques. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Les banderoles ont été fabriquées avec les moyens du bord, mais la colère n'exclut pas l'humour. 6 000 personnes, tout un village du Finistère et ses alentours, dans la rue, pour protester contre la construction, non loin de là, d'une usine de retraitement du lisier. Une usine tout ce qu'il y a de plus chimique. L'objectif, c'est de retraiter chaque année 350 000 tonnes de déjection porcine, en y mélangeant 120 000 tonnes d'acide sulfurique et d'ammoniac. Si jamais il y avait non seulement une rupture de la sphère d'ammoniac
bon, ça créerait évidemment un nuage toxique ça dépendra des vents porteurs. Mais il y a aussi le danger le plus important, je pense, c'est le transport de ces produits. Val-Ouest n'existe encore que sur le papier, mais la future usine est d'ores et déjà classée Seveso 2, c'est-à-dire installation à haut risque. En attendant la décision finale, celle du préfet, le promoteur du projet, qui est aussi le maire du village voisin, a lui un argument massu, l'emploi. On ne peut pas préjuger de la décision du préfet. On sait simplement que si ce dossier ne voit pas le jour, c'est toute la région nord-ouest du Nord Finistère qui va se trouver dans de grosses difficultés. Du lisier, de l'ammoniac, de l'acide et un zeste de politique. Bref, tous les ingrédients d'un cocktail explosif qui pourrait faire de Milizac un nouveau Plogoff. À une semaine du premier tour des législatives, le Parti socialiste tenait son premier meeting national de campagne au Cirque d'hiver. À la tribune, les leaders du parti, toutes tendances confondues, de François Hollande à Laurent Fabius. Reportage David Imbert, Yann Moine. Socialiste le 4 juin. Il fait 30 degrés sur le trottoir parisien et ils sont quand même plusieurs centaines prêts à aller s'enfermer pour suivre un meeting en plein après-midi. Les socialistes y voient la preuve, s'il en fallait une, qu'ils sont motivés pour ces élections. Il faut dire que pour eux l'affiche est belle, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, François Hollande, bref, ce que le PS fait de plus prisé maintenant que Lionel Jospin n'est plus là. On va gagner, lancent les militants. À l'intérieur, il fait donc très chaud. Tout le monde a tombé la veste, enfin, presque tout le monde. La charge peut commencer. Aux législatives, les socialistes ont décidé de faire simple et d'expliquer que la droite, c'est la politique des privilèges. Démonstration par l'exemple sur la baisse des impôts réservés selon le PS aux plus hauts revenus. Pour les autres, les 50% les plus pauvres. Le chiffre est facile à se rappeler. Avec le Premier ministre Raffarin, leur impôt baissera de 0 €. Ce qui en francs fait le même chiffre. Exercice délicat pour les ténors du parti. Ils doivent admettre qu'ils ont entendu le message de la présidentielle tout en assumant le bilan des 5 dernières années. Je ne laisserai pas la droite, je ne laisserai pas les conservateurs nous dire que ce que nous avons fait pendant 5 ans ne serait pas à la hauteur de ce qu'a toujours engagé la gauche pour la France. C'est-à-dire une avancée, des réformes, des progrès. Aujourd'hui à Paris, par moments, il y avait un peu l'ambiance d'une grande campagne électorale, avec l'espoir pour les socialistes que celle-ci se termine mieux que la précédente. Dans cette bataille des législatives, le Front National espère bien obtenir un poste de député dans la circonscription d'Orange. Jacques Bompard, le maire, a été réélu il y a un an avec près de 60% des voix dès le premier tour. Il se présente aujourd'hui sans étiquette, mais il est toujours adhérent du Front National. Ici, à gauche et à droite, les deux candidats, pour lui faire barrage, sont prêts à appliquer la discipline républicaine en cas de triangulaire. Caroline Gauthier, Christophe Larocca. François Bayrou en visite à Orange, c'est la réconciliation des familles de la droite en cas d'urgence. Le président de l'UDF apporte son soutien à Thierry Mariani, député RPR sortant, sur les terres du Front National, d'une pierre deux coups. Pas de candidat UDF donc, pas non plus de candidat chasseur, et c'est au pas de course que le candidat de la droite républicaine fait campagne. Vous êtes là en vacances, d'accord. On n'a pas le droit de vote ici. Vous n'avez pas le droit de vote. Je cherche des électeurs. Je fais d'abord campagne sur mon bilan. J'ai été, je pense, l'un des parlementaires les plus présents à l'Assemblée nationale et puis ensuite sur un programme national. Je crois qu'il faut que la France évite à tout prix une nouvelle cohabitation. Face à lui, Jacques Bompard, l'unique maire Front National de France, réélu l'an dernier dès le premier tour avec près de 60% des voix. Il se présente aujourd'hui sans étiquette. Le mouvement auquel j'appartiens est démonisé, est absolument diabolisé, et je pense que moi je le suis quand même beaucoup moins. Donc je préfère que l'on juge l'arbre à ses fruits plutôt qu'à ses étiquettes. Un mot résume le programme de Jacques Bompard, Orange. Sa ville aux rues rénovées, aux trottoirs et aux fontaines flambant neuves. Mais en s'éloignant du centre-ville, quel contraste! Dans les quartiers populaires, les containers à ordures n'ont pas été remplacés, les subventions moins visibles ont été supprimées. Ce manque de dialogue, cette façon de procéder, y compris au niveau de sa propre commune envers les associations, etc., ça on n'en veut pas, personne n'en veut. Derrière Jean-Pierre Lambertin, une gauche pour la toute première fois rassemblée. Mariani, Lambertin, Bompard, c'était l'affiche du second tour des législatives en 97, mais cette fois-ci, le candidat de la droite ou celui de la gauche pourrait bien se désister afin d'éviter toute triangulaire.
Et vous découvrez la liste des autres candidats de cette circonscription. On a appris aujourd'hui la disparition de Camille Cabana. Je perds un ami, dit Jacques Chirac. Camille Cabana a été plusieurs fois ministre et ancien sénateur. Il avait également été adjoint au maire de Paris, Jean Tibéri. Depuis plusieurs années, il était président de l'Institut du monde arabe. Autre disparition, celle de Jacques Fauvet, qui fut pendant de longues années le directeur du Monde. Il aura marqué de son empreinte la vie du quotidien, où il a fait une très grande partie de sa carrière. Jacques Fauvet avait également écrit plusieurs ouvrages, tous consacrés à la politique. Avec lui, c'est une grande figure de la presse qui disparaît. Il avait 87 ans. Loin de l'Europe et dans une certaine indifférence, se joue un drame humanitaire qui décime la population de l'Angola. Ce pays touché depuis près de 30 ans par la guerre civile est aujourd'hui dévasté par la famine. Première victime, les enfants. Ils souffrent de graves malnutrition. Les associations sur place lancent un véritable cri d'alarme. Les images que vous allez découvrir, tournées par Médecins sans frontières dans des zones jusqu'alors inaccessibles à cause de la guerre. Ces images sont difficiles, parfois insoutenables, mais telle est la réalité de l'Angola aujourd'hui. Gérard Grisbeck. Ils attendent depuis des heures, mais ils sont remplis d'espoir. Au bout du chemin, de l'huile et de la farine. Chacun d'entre eux n'a connu que la guerre et la famine. Regarde-moi ça. C'est possible des choses comme ça. Je suis sûr qu'il peut même pas marcher. À l'hôpital de campagne que gère aussi Médecins sans frontières, beaucoup d'enfants réapprennent à boire et à manger. Après des semaines d'épreuves, ils ont échappé à la mort. Reste la malnutrition et la maladie. Vous voyez comme ces enfants qui sont couaches, on appelle ça la couache sur corps, ils sont très plaintifs. Ils se plaignent, ils sont extrêmement irritables, ils ne veulent pas qu'on s'occupe d'eux. C'est une caractéristique de la maladie. Puis cette peau écaillée, pleine d'ulcères, c'est tout à fait caractéristique. On voit que ça dans les livres. Et puis on en voit là. Cette femme reprend espoir. L'enfant mange maintenant tout seul. La vie a repris le dessus. On est un peu débordé. À chaque endroit où on va, on essaie de monter une mission, on essaie de trouver des stratégies pour répondre au mieux à la catastrophe. Car il s'agit bien d'une catastrophe. 500 000 personnes vivent dans ces conditions en Angola, alors que le pays est très riche grâce à son pétrole et à ses diamants. Et puis à l'instant, on apprend que le palais de Buckingham a été évacué en raison d'un incendie. Nous vous retrouvons en direct par téléphone. Laurent Boussier, vous êtes notre correspondant à Londres. Quelles sont les informations dont vous disposez ? Écoutez, ce serait un incendie qui se serait déclaré il y a 40-45 minutes, un incendie dont on ne connaît pas pour l'instant la cause et qui se serait déclaré donc dans un appartement de l'ouest du palais. Vous savez que Buckingham est pour l'instant, non je dirais pas en travaux mais en préparation. Hier il y a eu un concert pour le jubilé de la reine, demain il y a un autre concert pour le jubilé de la reine. Il y a donc beaucoup d'allées venues dans Buckingham. On ne connaît pas la cause de cet incendie et pour l'instant, par mesure de précaution, le palais, une partie du palais a été évacuée. Merci Laurent Boussier. La Grande-Bretagne qui célèbre, vous l'avez dit depuis hier, le jubilé de la reine. Hier donc un concert se tenait dans les jardins de Buckingham, réunissant une pléiade des grands noms du classique, un événement de taille, puisque Camilla et Charles partageaient la même loge que la reine. C'est la première fois que le couple se trouve en public, en présence d'Elisabeth II. Et puis, point d'orgue de la soirée, les 12 000 spectateurs ont chanté le God Save the Queen. Elisabeth II, qui est donc montée sur le trône il y a 50 ans, une jeune femme alors qui n'avait pas été préparée à remplir ses fonctions. On a souvent évoqué un personnage plutôt sérieux, presque rigide, mais en réalité on connaît peu ou mal cette reine qui possède l'une des plus grandes fortunes du monde. Bernard Lebrun. La plus photographiée des personnalités de la planète est un mystère. Il y a la reine, il y a la femme, son sourire de circonstance. Certains la disent froide et distante, d'autres chaleureuse et pleine d'humour, rarement spontanée, mais capable d'exubérance, comme ce jour-là, à l'hippodrome. Son cheval gagnait la course. Que sait-on de la très discrète Elisabeth? Qu'elle aime les chevaux et qu'elle sait conduire. Ambulancière pendant la guerre, la fille aînée de George VI a le sens du devoir.
C'est en Afrique, lors d'un safari, que l'héritière de la couronne apprend le décès du roi. Elisabeth a 25 ans. Winston Churchill l'accueille à Londres. Partie princesse en vacances, elle revient à Rennes en tenue de deuil. Devant les caméras de l'Eurovision, Elisabeth II devient le premier monarque de l'ère télévisuelle en juin 1953. « 50 ans de métier de reine, ce sont au total 3 années passées à l'étranger en visites officielles. Chef d'État sans pouvoir, la reine est la première ambassadrice du royaume. Son élégance discutable privilégie les couleurs les plus vives pour être vue de loin, dit-on. Héritage de l'Empire, elle est aussi le chef du Commonwealth, union de 54 États indépendants qui parfois entendent bien lui faire sa voix. En un demi-siècle de l'après-guerre à nos jours, 11 premiers ministres auront rédigé les discours de sa gracieuse majesté, prononcés chaque année à l'ouverture du Parlement. Car la reine règne, mais ne gouverne pas, mais elle a un droit, celui de tout savoir. Alors chaque mardi à 18h30, son Premier ministre l'informe en tête-à-tête. Chef de l'église anglicane, Sa Majesté est aussi chef de famille, patronne de la firme, disent les Anglais. Rançon d'une gloire toute médiatique, les divorces princiers de sa sœur Margaret à ses enfants Andrew et Charles seront parvenus à déstabiliser une monarchie millénaire. Pour reconquérir l'opinion publique, la reine, qui est aussi la femme la plus riche au monde, a su sacrifier son yacht et surtout accepter depuis 1992 de payer des impôts comme tous ses sujets. De Queen Liz, ses biographes ont écrit qu'elle était une femme ordinaire, placée dans une situation extraordinaire. Les chroniqueurs royaux, eux, sont au moins d'accord sur une chose, avec l'âge, la reine est devenue plus relaxe. Loin des fêtes du Jubilé, près de Londres, un avion à réaction a raté son atterrissage. Il a terminé sa course sur une autoroute. L'accident a fait un mort. Apparemment, les freins de l'appareil auraient lâché. En France, à moins de 15 jours des premières épreuves du bac, dernière ligne droite pour les révisions. Quelle est la meilleure méthode? Chacun a la sienne. Comment travailler au mieux? Nicolas Lemarinier et Frédéric Faure ont rencontré 3 amis de terminale. Le logarithme est défini sur R plus étoile, effectivement. C'est un peu compliqué, mais pour le bac, il faudra avoir tout cela en tête. Alors, à 15 jours des épreuves, il est grand temps de forcer sur les révisions. Camille a choisi les cours particuliers. Un jeune professeur l'aide en maths. À 30 € de l'heure, ce n'est pas donné, mais c'est un bon moyen pour se motiver. Sur X plus 2. Surtout que ça m'oblige en fait à travailler 2 heures par semaine, ce que je faisais pas avant. Enfin, j'ai vraiment 2 heures intensives en plus toutes les semaines, ce qui est pas mal. Si Camille a besoin d'être encadrée, son amie Lise révise toute seule. Elle n'utilise que les annales pour préparer ses examens. Chaque année, il se vend plus d'1 million de ces petits livres. Résumés de cours, fiches détachables, sujets avec ou sans corriger. Pourquoi un tel succès? Lise a son idée sur la question. C'est très synthétique, mais en fait, ça me permet de... comme je connais mon cours à côté, ça me permet d'avoir des petits compléments. C'est vrai que c'est quand même un gros avantage parce que c'est vraiment le type d'exercice qu'on aura au bac normalement le jour même. Le troisième de la bande, c'est Xavier, le roi d'Internet. Ni papier ni crayon. Pour réviser, il trouve tous les exercices ou presque sur le web. Là, tout est gratuit et on a vraiment un très grand choix. Donc, si on a qu'on a déjà fait, à la limite, on passe à un autre sans problème. Sur Internet, les sites gratuits qui proposent les corrigés du bac ont beaucoup de succès. Sur certains, des professeurs consacrent même leur temps libre à répondre aux questions des lycéens. La fête du vélo tout ce week-end avec une météo de rêve pour ceux qui ont décidé d'entreprendre la randonnée de Paris, un parcours de 25 km dans la capitale. Ailleurs, ils étaient également très nombreux à circuler à bicyclette. Marie-Pierre Samitier et Christophe de Valambras. Les plus extravagants ont enfourché leur bicyclette pour la vélo-parade. À Paris, 7000 cyclistes ont parcouru 25 km au nez et à la barbe des automobilistes. Au pont Mirabeau coule la Seine et qu'on s'en souvienne, les klaxons des voitures en colère, on les a entendus. Les voitures klaxonnent, c'est affreux. On se fait engueuler, réellement. Aux automobilistes, les cyclistes ont gentiment répondu. Ils sont toujours un petit peu énervés quand il y a beaucoup de vélos, mais bon, il faut aménager, il faut être tolérant. C'était journée vélo dans 300 villes en France pour montrer l'exemple aux villes pas du tout écolo. Je pense que ça devrait booster justement les municipalités qui pour l'instant ne collaborent peut-être pas beaucoup.
En Charente-Maritime, on a humé l'air du large. Balade dans les parcs à huîtres où la petite reine a rejoint les marraines d'Oléron. C'est un moyen de découvrir quand même notre pays d'une manière intéressante et notamment de le découvrir en sentant les odeurs, en captant le vent et tout ça, et ça c'est intéressant. En voiture, on n'a pas ces sensations-là. À Nantes, la petite reine a détrôné la bagnole. On comptait 1000 cyclistes à l'heure sur le pont de Thoiré où toute la journée, les deux roues ont dansé. Les internationaux de Roland-Garros, Amélie Mauresmo a été éliminée en 8e de finale. Une heureuse surprise pour l'Argentine Paula Suárez. Quant à l'autre Française, Marie Pierce, son tennis était gagnant. Elle sera en quart de finale. Julien Beaumont, Alain Poirier. Cet après-midi, il a soufflé un air de folie sur Roland-Garros. Marie Pierce s'apprête à servir pour le match et pourtant elle se laisse aller à la holla. Même l'arbitre se prend au jeu. Atmosphère détendue et pour cause, Pierce domine largement l'Italienne Silvia Farina Elia pour le plus grand bonheur du public. Marie Pierce au meilleur niveau depuis sa blessure. Une blessure qui l'a reléguée dans les profondeurs du classement, 132e mondiale. Résultat, cette année, elle est l'invitée surprise du tournoi. La voilà en quart de finale. Au prochain tour, elle rencontrera Serena Williams. Avec un public comme celui-là aujourd'hui, il ne pouvait rien vous arriver. On ne sait jamais dans le tennis, mais c'est vrai que mes fans, le public, les gens, ça m'aide vachement, ça m'aide beaucoup et c'est vraiment quelque chose d'énorme qui me fait énormément de plaisir et qui me motive encore plus. Pour Amélie Mauresmo, Roland-Garros rêvait du même destin. Mais Mauresmo aurait dû se méfier de cette Argentine. Paola Suárez, 54e mondiale, c'est surtout la joueuse qui a battu Nathalie Dechy et Sandrine Testu. Face à elle, Mauresmo a résisté 1-7 avant de s'incliner. Visiblement très déçue, elle a refusé de répondre aux questions. Mauresmo s'en est allée. Quant à Leigh-Anne Hewitt, tête de série numéro 1, elle vient d'être éliminée en 8e de finale par l'Argentin Guillermo Canas en 4-7, 6-7, 7-6, 6-4 et 6-3. C'est du grand art, il faut avoir le cœur bien accroché. À Monaco se tenait hier la première manche du championnat du monde de saut de falaise. Des plongeaux à haut risque s'élancer d'une hauteur de 27 mètres, un sport de l'extrême. Olivier Théron, Frédéric Cerulli. Birds do it. Bees do it, even educated fleas do it. À regarder, ça a l'air facile. Défier les mouettes sur leur falaise, c'est un peu un sport de casse-cou. Le tremplin est à 27 mètres de haut, les plongeurs arrivent dans l'eau à près de 100 km/h. On n'essaye pas de se poser trop de questions, on essaye surtout de faire le vide et se concentrer sur le plongeon. Il ne faut pas trop réfléchir, pas penser à d'autres choses en même temps, sinon ça va pas aller, je pense, après. La concentration, c'est le maître mot de cette épreuve du championnat du monde de saut de falaise. L'accident, le plat, peut être très grave. Les juges arbitres vont d'abord évaluer la sûreté du saut, l'entrée dans l'eau. On juge en tout cas si c'est vraiment absolument vertical ou non, s'il y a beaucoup de splash. Ça on veut pas, on veut voir une entrée qui ne fait pas grand splash. On voit des positions qui sont correctes, piquées par exemple, les twists, les saltos, ça c'est on juge, mais pas la difficulté. Sous le rocher monégasque, de nombreux spectateurs sont venus admirer les compétiteurs de cette manche du championnat du monde. C'est le champion en titre, le Colombien Orlando Duque, qui a remporté la compétition. Tous ces plongeurs de l'extrême se retrouveront aux États-Unis le mois prochain pour un autre défi avec les mouettes. Ouverture au public des jardins secrets des monuments nationaux, un patrimoine vert qui enchante les visiteurs. Les enfants ne sont pas en reste. À Chaumont, Diego Garcia et Caroline Boiteau. Entre la rose et l'insecte, le plaisir. Personne n'y échappe dans les jardins de Chaumont. La nature a inspiré Chantal pour cette œuvre nommée Les pétales du désir. Le visiteur pénètre l'intimité d'une rose géante aux pétales de chanvre odorantes. Il y a une surprise, il faut arriver, il faut essayer de découvrir, il faut chercher, on écoute, on ne sait pas, on entend les gens qui rentrent, on ne les entend pas, donc il y a tout ce jeu de l'érotisme. Érotisme dans cet autre jardin. Derrière les perles d'eau, une moiteur exotique, une ondée caressante et
des cônes d'osier pour les étreintes. Voile diaphane pour ce jardin flou. Dans un paradis blanc où le sable est noir, il faut glisser comme dans un rêve pour trouver la volupté. Dans les jardins de Cupidon, Chantal est notre guide. Attention, accès interdit. Chantier érotique. Voyeur, bienvenue. Nous sommes dans un endroit qui est fermé, dans lequel la nature a repris ses droits, et un endroit qui est inaccessible. Ici, chacun choisit son parcours au gré de ses fantasmes. Cinéma avec la sortie mercredi prochain du dernier film de Barbet Schroeder, un thriller dont la trame pourrait s'inspirer d'un film de Hitchcock. Dans le rôle principal, la très belle Sandra Bullock, qui a décidé de gérer autrement sa carrière. De New York, correspondance Pascal Golomer. Un corps de jeune femme au bord d'une rivière, quelques indices trouvés sur place. C'est le début de l'enquête pour l'inspecteur Mayweather, alias Sandra Bullock. Tout se passe exactement comme l'espéraient les deux jeunes étudiants persuadés d'avoir commis le crime parfait. L'histoire est tirée d'un fait divers des années 20, celui-là même qui avait inspiré Hitchcock pour son film La Corde. Il faut arriver à faire un film qui vous tienne en haleine à chaque seconde et qui soit plein de suspense, tout en ayant déjà la solution. C'est donc un pari très excitant pour moi. Ajoutez-y un début d'idylle entre l'inspecteur et son adjoint, l'inspecteur qui elle-même peine à oublier quelques pages douloureuses de son passé. Rien de bien original, les recettes classiques du film à suspense. Vendu par Hanover Sampson à plusieurs chaînes de magasins discount. Ah, ça limite les recharges. Ils en ont vendu 50 000 de cette couleur l'an dernier. Au microscope, l'examen des cuticules, du cortex et de la moelle montrera que les cheveux sont d'origine humaine. Il s'agit de 2 cheveux bruns. Ça peut pas être ceux de la victime. L'originalité tout de même, c'est qu'on connaît depuis le début les deux assassins. Du coup, au lieu d'imaginer leur personnalité, de nous dire ils doivent être comme ci ou comme ça, on les suit pas à pas. C'est comme si on était dans leur tête. Vous n'en saurez guère plus sur les motivations de ces étudiants ordinaires. Pourquoi tuer? Ils ne répondront rien. Et c'est ce qui les rend peut-être encore un peu plus inquiétants. Je sais comment ils ont fait. Maintenant, il nous reste plus qu'à trouver le mobile. Plus qu'une chose à faire et on est peinard. Nous vous en parlions en cours de journal. Un incendie s'est déclaré au palais de Buckingham à Londres. Le palais a été évacué par précaution. On sait depuis qu'il s'agit en fait d'un simple court-circuit qui a pris sous les toits. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo de Nathalie Riouet. 20h50, votre film en plein cœur avec Virginie Ledoyen et Gérard Lanvin. 0h15, le dernier journal présenté par Ève Métet. Demain, 7h40, les 4 vérités. Françoise Laborde reçoit Arlette Laguillet. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Et demain soir, complément d'enquête. Benoît Duquesne s'intéresse à la place de l'insécurité dans la campagne électorale.